revenu du mois dernier, 24,90 €, quelque chose comme ça. Et ce message, relayez-le. Mais s'il y a un paysan qui veut résister quand on lui ordonne l'abattage, on arrivera chez lui par centaines. Et on est prêt à en découdre. Avec c'est chaud patate, mais malheureusement, il nous commence à nous presser, les mecs qui vont ça tous les jours. La France, même en ce moment, on fait 10 000 paysans par an. Alors si les pouvoirs publics font partir les jeunes, que va-t-il rester? Je vais venir donc rejoindre les paysans dans leur combat pour la journée de mobilisation qu'ils ont prévue. Ils veulent pas discuter, on va pas discuter. Vous avez de quoi bouffer là, dans l'état des compagnies, vous emportez tous une bouteille d'eau et des biscuits, et on va se faire déglinguer le cul jusqu'à Toulouse. Parce que moi je suis la voix des agriculteurs et je suis aussi leur bouclier, donc je ferai tout pour les protéger de ça. Résume-moi avec tes mots le principal souci de nos agriculteurs français. Je sais que tu vas bégayer. Et finalement te rendre compte que c'est très difficile à expliquer et c'est normal. Personne n'en parle. Vaguement abordé à la télé, jamais par les personnalités. Ce que tu sais, c'est que ce sont des types qui triment sans compter leurs heures, tout ça pour très peu d'argent à la fin du mois. Et c'est déjà un excellent début. Il y a des gens qui les ont plongés dans cette situation, tandis que d'autres leur maintiennent la tête sous l'eau. On ne travaille pas 90 heures par semaine pour être payé moins de 1 000 € par mois. Il y a eu un mécanisme qui a entraîné tout ça. Je vais te vulgariser tout ça au maximum, sans rentrer dans des informations trop techniques, afin que tu comprennes enfin comment les types qui nourrissent ce pays sont moins bien lotis que des types qui ne branlent rien. Une fois que tu auras saisi ça, on va passer les récents événements au peigne fin, des affrontements sur les fermes en Ariège aux manifestations de Paris, histoire de mettre en lumière ce que nos agriculteurs ont subi. Accroche-toi bien mon poulet, il est temps de mettre un visage sur ceux qui veulent la peau de nos agriculteurs français. Je suis pas là pour te faire un cours d'histoire chiant, digne d'un prof à la laine Senseo. Ce que je veux avec cette partie, c'est que tu comprennes enfin les enjeux autour de l'agriculture française, qui ne se promène pas sur les autoroutes histoire de kilométrer le tracteur, et que ce n'est pas non plus un caprice, mais un véritable cri de douleur. Et pour pas se perdre sous une avalanche de dates, on va distinguer 3 gros blocs. Le premier gros morceau, il se situe après la Seconde Guerre mondiale. Alors la guerre, c'est pas Clash of Clans, il n'y a pas des ouvriers qui vivent dans des petites cabanes au coin de la map, qui viennent reconstruire les bâtiments décimés. Certaines villes à cette époque, elles ressemblaient plus ou moins à ça. Il fallait non seulement tout reconstruire, mais surtout nourrir des types qui avaient passé 5 ans à faire du cardio dans les tranchées. Et ceux qui allaient se charger de cette mission, c'était nos agriculteurs. Ils allaient devoir se retrousser les manches et garnir les assiettes du pays. Un seul mot d'ordre, produire. Tout passerait d'abord par une forte modernisation. Les chevaux et autres animaux de trait sont remplacés par des tracteurs plus balèzes, des moissonneuses, des semoirs, tandis que de nouveaux engrais et intrants viennent booster les cultures. Les rendements explosent et on se rapproche de l'objectif attendu. Mais en contrepartie, on a déjà les prémices de petites fermes qui commencent à disparaître. On assiste déjà à des mouvements de manifestation en Bretagne par exemple, puis arrive 1962, avec un autre outil dont tu entends certainement très souvent parler, la PAC, la politique agricole commune. Mise en place par les pays de l'ancienne Union européenne, qui s'appelait la CEE, cette PAC avait pour but de développer l'agriculture en s'appuyant sur 5 piliers. Une hausse de la productivité, avec la modernisation, comme on a vu, garantir la souveraineté alimentaire, un prix correct pour les consommateurs, et surtout, et c'est ces 2 autres piliers qui vont nous intéresser, stabiliser les marchés, pour éviter par exemple que le cours de la patate s'effondre, mettant sur le carreau tous les producteurs de pommes de terre, et surtout, assurer un revenu décent pour les agriculteurs. Une agriculture qui produit et où les acteurs gagneraient comme il faut leur vie. Et alors, comment ils vont s'y prendre? Tu vas voir, c'est assez intéressant à comprendre, je vais te le schématiser au maximum. Tout d'abord, pour un produit donné, l'Europe a fixé un prix minimum, censé correspondre à un revenu décent qu'un agriculteur pourrait toucher. Ce prix servira ensuite de référence. Regarde, là, on a René, producteur de blé. L'Europe a décidé que le prix de référence pour la tonne de blé serait de 100 €. Alors oui, pour ceux du milieu, ne sautez pas dessus au plafond, je fais exprès de prendre des chiffres ronds. Si le cours mondial du blé est par exemple à 110 €, alors c'est parfait. René va pouvoir vendre sa production et machinalement toucher un revenu décent. Mais l'année suivante, surprise, le cours du blé s'effondre et la tonne ne vaut plus que 80 €. S'il avance ce prix-là, disons que René et sa famille vont pouvoir percer des trous supplémentaires dans la ceinture, mais c'est là que la PAC intervient. Dans le cas où le cours du blé passe sous le prix de référence, dans le cas ici 80 € au lieu de 100, accrochez-vous car l'Europe s'engage à racheter la production au prix de référence. Alors si j'ai été suffisamment clair, je pense que tu viens de comprendre que c'était un véritable code de triche pour les agriculteurs. Littéralement, ils pouvaient produire autant qu'ils voulaient. Je sais pas, imagine 5 secondes un boulanger à qui l'État rachèterait l'ensemble des invendus à la fin de la journée. Il aurait tout intérêt à produire des montagnes de pain et de chocolatine, il serait sûr de les avoir écoulés à bon prix à la fin de la journée. Bon, et comme tu peux t'en douter, c'était évident que ce rythme ne tiendrait pas éternellement. On entre donc dans le deuxième morceau, le début des emmerdes. En fait, les agriculteurs européens et surtout français produisent tellement qu'on ne sait même plus quoi faire de leur production, quoi. On parle même de montagnes de beurre ou encore de lacs de lait, tellement ils inondent absolument tout le marché. En même temps, à la sortie de la guerre, on leur avait bien dit de produire. Moi, ils ont écouté. Donc à un moment donné, l'Europe, elle a dit stop, on
On va arrêter de déconner, on va serrer un peu la vis. Pour éviter la surproduction, ils vont d'abord mettre en place des quotas avec les fameux quotas laitiers, qui fixaient en gros un volume maximum que pourrait produire un agriculteur sous peine de lourdes amendes s'il les dépassait. Donc en 20 ans, on est passé de les tanner à produire beaucoup pour nourrir le pays à attention mollo et si tu nous obéis pas, sanction directe. Là déjà, ça commence un peu à sentir le gaz, mais ce n'est pas tout à fait fini. En effet, les autres pays du monde commençaient un peu à en avoir plein le cul d'être inondés de produits européens et voyaient d'un mauvais œil la logique productiviste du continent. Ils commencent donc à mettre la pression pour réformer la PAC. Nous sommes à présent en 1992 et on attaque le troisième bloc de notre histoire. Un Irlandais, Ray McSharry, propose une réforme complète de la PAC. Fini la logique de produire comme des gorées et d'assurer un revenu décent pour les agriculteurs. L'objectif maintenant, c'est d'intégrer les marchés mondiaux, commencer à être compétitif par rapport aux autres pays et surtout arrêter de faire fondre les finances de l'Europe. Là, je vais te ressortir le tableau noir, histoire que même les types du fond comprennent à présent le fonctionnement de la PAC actuelle. René produit toujours son blé. Comme d'habitude, il va être vendu au prix du marché, sauf qu'à présent, c'est la jungle totale. Les prix sont tirés vers le bas car Ling Xiaoping et Brian Thompson produisent sans trop se prendre la tête avec les normes, dans des quantités absolument faramineuses, ce qui fait logiquement baisser le prix du blé. Et sur ça, notre ami René, il peut pas vraiment relativiser. Lui, il a le dos plein de normes, des coûts de production beaucoup plus élevés, et il se retrouve à vendre sa production beaucoup moins cher, largement suffisant pour subsister correctement. En gros, ça lui coûte plus cher à produire, il le revend pour que dalle, et cette fois-ci, il n'y a pas l'Europe pour lui racheter la production. Mais vous en faites pas, notre chère Union européenne avait tout prévu. Pour compenser le fait que René bossera à présent 90 heures par semaine pour toucher le revenu moyen somalien, la PAC s'engage à lui verser des subventions. Si notre agriculteur respecte un certain cahier des charges, il touchera des aides non pas à la hauteur de ce qu'il produit, mais pour la faire très courte, en fonction de la taille de son exploitation. Plus elle est grande, plus on te file de subventions. Donc dernier récapitulatif pour que ça rentre bien, René vendra son blé une misère, et en échange, s'il respecte bien la montagne de normes qu'on lui impose, il pourra espérer percevoir des aides et s'en tirer correctement s'il a une exploitation assez grande. À partir de là, les revenus des agriculteurs français dépendent énormément de la PAC. Elle représente quasiment 50% des revenus en moyenne, c'est énorme. En gros, avec ce système, tu vis même plus du fruit de ta production, quoi. Ton revenu dépend simplement si t'as bien respecté les consignes européennes. Et surtout, ce système se résume un peu à une relation pute-mac pour rester poli. Vu qu'en 40 ans, bien sûr, le cahier des charges s'est agrandi de quelques pages, avec un paquet de nouvelles normes à respecter. Couplé à ça, je te rappelle que plus t'es gros, plus tu touches. Si tu souhaites t'agrandir ou simplement t'adapter aux normes, il va donc falloir investir et donc t'endetter sur 10, 20, 30 ans si tu veux t'équiper et te développer correctement. Et pour moi, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. T'as mis le doigt dans un cercle vicieux où tu t'endettes pour suivre les normes de production, d'être remboursé en grande partie par la PAC, toucher si et seulement si le cahier des charges est respecté, et pour le respecter et s'adapter aux normes, il faut investir et donc s'endetter. Même nous au travail, on le fait correctement, on applique chaque fois les réglementations et tout. Là, je viens de construire un bâtiment pour stocker du fumier pour pas qu'il y pleuve dessus. Vous vous rendez compte ? 80 000 euros pour mettre du fumier. Les hommes les plus libres de la Terre finissent par être menottés. Un poignet à l'UE et ses exigences, l'autre aux banquiers et autres créanciers. Couplé à tout ça, t'as d'autres nouvelles délirantes comme les accords Mercosur qui autorisent l'import de bestioles venant d'Amérique du Sud, produits avec des normes interdites en France. Naturel ? Bah non. Mais qui pourront finalement y être commercialisés. Tu joues le dimanche à domicile, mais l'équipe visiteur a le droit de te tacler au niveau de la gorge et de ramasser le ballon avec la main, pendant que toi, l'arbitre te siffle le moindre hors-jeu. Cet étau violent qui se referme a causé un malaise terrible dans le monde agricole. Le nombre d'agriculteurs s'est effondré en 50 ans. On reprend la période d'après-guerre, environ un tiers de la population était un agriculteur, contre, tenez-vous bien, autour de 500 000 de nos jours. Alors, c'est sûr qu'avec la mécanisation, la modernisation, le nombre allait un peu diminuer. Mais là, on parle quand même d'une division par 10. Et l'autre terrible symbole de cette situation, c'est malheureusement le nombre de suicides. Environ un agriculteur met fin à ses jours toutes les 48 heures. Et si on prend certaines années comme 2016, les chiffres sont encore plus glaçants. Si tu devais retenir l'essentiel de cette partie, en gros, on a d'abord dit à nos agriculteurs, produisez, sèchement transformé en allez-y mollo, arrêtez de produire autant. Pour finir en faites ce que je vous dis, si vous voulez être payé. Une situation où seules les grosses exploitations continuent de fonctionner et où des milliers de producteurs plus petits se retrouvent avec des revenus terrifiants, voire quasiment nuls. Pas de vacances, pas de salaire. Si, salaire. Quand on peut prendre, c'était 760 euros. Tout seul ? Ouais. Non, avec ma femme et un enfant, et les mois que ça n'allait pas, si avec 100, on prenait 100. En 50 ans, la cocotte s'est sévèrement remplie. Là, elle commence à frétiller dangereusement et il ne faudrait qu'une simple étincelle pour faire exploser la colère rurale. Et justement, en 2025, le gouvernement a craqué un briquet un peu trop près. La dernière
dermatose nodulaire contagieuse. Face à la dermatose bovine. DNC, 3 lettres qui, on l'entend, terrifient les agriculteurs. La dermatose nodulaire. Un sujet qui a pas mal secoué l'actualité ces derniers mois, par sa nature premièrement, mais surtout par les événements violents que ça a suscité. Des décisions honteuses qui se sont transformées en affrontements entre les paysans et les autorités. C'est là que la mèche a réellement été allumée. Donc premièrement, la dermatose, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on l'appellera comme ça dans toute la vidéo. Le nom complet étant dermatose nodulaire contagieuse. C'est une maladie attrapée par les bovins principalement, qui leur refile tout un tas de symptômes pas terribles, voire dans certains cas, la mort de l'animal. D'ailleurs, c'est pas une maladie qui se transmet dans l'air, mais par piqûre de mouche ou de thym. C'est comme ça après qu'elle peut voyager entre guillemets. Voilà, donc ça ce sont les explications type plateau télé. Mais il y a d'autres informations qu'on avait déjà abordées, mais qui dédramatisent très vite l'histoire. Premièrement, la maladie n'est pas transmissible à l'homme, que ce soit par la consommation de la viande ou dans l'air justement. Ensuite, je te parlais de mortalité, mais même en prenant une fourchette très haute, le taux de mortalité ne s'élève pas au-delà de 5%. On pourrait s'arrêter là, mais cerise sur le gâteau, une fois qu'elle l'a attrapé, en cas de survie, l'animal devient immunisé. Le souci, c'est qu'au manette de tout ça, t'as les types qui arrivent à détruire petit à petit le plus beau pays du monde, donc ne compte pas sur leur bon sens pour régler la situation. Donc face à cette mortalité affolante, les mesures sont tombées. L'abattage total et systématique du cheptel infecté. Si un seul individu porte la DNC, il y a tout le monde qui doit y passer. Même avec 80 QI, tu trouves que c'est un parti idiot. Ta maison n'est pas très bien isolée? Non, on va pas mettre de double vitrage, on va entièrement la raser et l'État va te filer un chèque histoire que tu puisses en choisir une autre dans le catalogue. En plus d'être pris dans les taux impitoyables de l'UE et de la concurrence déloyale, nos paysans voient à présent l'État toquer à la porte pour venir décimer parfois des années, voire des décennies de travail. Là, l'étincelle, tu l'as. Elle a commencé quand des gars se sont retrouvés complètement effondrés une fois la nouvelle annoncée. Et pour le dernier coup de briquet, ce sont les paysans eux-mêmes qui l'ont actionné. Bon les amis, on s'est fait sortir par les CRS. Là, je suis avec quelques copains de chez moi. Bref, je vous la fais courte, mais ce message, relayez-le parce qu'il faut que tous les paysans soient au courant. S'il y a des cas de dermatose où on veut abattre un élevage, et si le paysan veut résister, parce que bien, chacun est maître chez lui, s'il contacte n'importe quelle coordination rurale du Sud-Ouest, on arrivera chez lui par centaines. Et on est prêt à en découdre. Je vous la fais courte, mais la maladie, elle tue moins de 5% des vaches contaminées. Voilà, ils abattent les cheptels, c'est une aberration totale. Que les paysans à qui ça arrive sachent qu'ils sont pas tout seuls et qu'on viendra se battre pour eux. Ils auront une armée qui prendra des coups pour eux s'il faut. Premier épisode de résistance, rendez-vous en Savoie, où un couple s'apprêtait à voir ses 80 bovins abattus pour cause de DNC. Protocole habituel, contrôle, veto, abattage, pleurs, effondrement, et une petite tape sur l'épaule quand même, on n'est pas des monstres. Mais cette fois-ci, certains ont souhaité résister. Des paysans de toutes les régions de France se sont réunis pour faire barrage à la décision. Acte héroïque face à un état capricieux comme un gosse à Courchevel, qui face à cette désobéissance a décidé d'envoyer une centaine de policiers. Et si ces misérables péons osaient s'interposer, alors tous les moyens sont bons pour tenter de les déloger. Mais à 11h, avant même la décision de justice, les forces de l'ordre demandent l'évacuation des lieux. J'espère qu'on fasse des cerveaux cassés du manifestant. Une évacuation très musclée, avec pas moins de 175 gendarmes. Les protestants sur place furent gazés, frappés et sortis sans discussion. Le message est clair, le gouvernement ira au bout de leurs décisions et mettront tous les moyens pour les mettre en application. Mais ils oublient un petit détail. En face, ils n'ont pas une armée d'étudiants qui suivent la dernière manifestation à la mode, histoire de sécher 2 jours de cours. Là, ce sont des types rugueux, taiseux et qui n'ont parfois plus grand chose à perdre. Désireux de se battre, et il y aura bientôt un nouveau point de rendez-vous. Nous sommes en Ariège, dans une ferme qui va bientôt voir 200 vaches être abattues. Ça y est, aujourd'hui, on est en guerre. Dans cette ferme, demain, 208 vaches vont être abattues pour une malade. Aujourd'hui, on a tous les syndicats agricoles qui sont unis, à l'exception de la FNSEA qu'on enjoint à nous rejoindre et qu'on supplie même de nous rejoindre. Et là, demain matin, à 9h, on a besoin de vous tous, chasseurs, agriculteurs, consommateurs. On est déjà une armée, mais si vous êtes prêts à nous rejoindre, on sera invincible. On a besoin de vous pour arrêter une bonne fois pour toutes ce massacre et pouvoir sauver l'élevage bovin français. Plus de 1000 paysans s'étaient retrouvés sur cette ferme en Ariège, avec la ferme détermination de ne rien lâcher. Il ne s'agissait pas non plus de résister pour résister, mais déjà faire comprendre à l'État leur ferme position sur les abattages, au moins ouvrir un dialogue sur la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent, au point de faire plusieurs heures de bagnole pour protéger une exploitation et ce que renfermaient ces clôtures. Et alors qu'on le pensait impossible de gérer n'importe quelle situation de débordement où que ce soit en France, l'État s'est soudainement souvenu du code PIN et a profité de cet amas de gueux pour tester ses nouveaux jouets. Les amis, mini vidéo juste pour vous dire que ma copine Annie Genevard nous envoie carrément des véhicules militaires avec un truc pour déblayer les routes militaires. Parce que là, ils amènent les chars, donc ils sont en train d'enlever les bagnoles. Alors là, c'est fort, la bagnole est jetée dans le champ. Ah là là, c'est très dur. Ben, tout simplement, ils ont avancé. Ils sont victimes d'un état voyou. En pleine gueule. Hein. Il est beau ce speech. Elle est belle, la France.
Ben, j'ai mis les mains pour pas prendre une grenade dans la tête et je l'ai pris dans le bras, heureusement. Des milliers de lacrymos balancés, parfois depuis des hélicoptères, des véhicules blindés avec un putain de canon sur le toit, des assauts et des charges de plein fouet. Une scène de bataille unilatérale opposant pourtant deux des professions les plus importantes et les plus touchées par les suicides. Un coup de force démesuré pour parvenir à des fins insignifiantes. Pour rappel, tout cet escadron là, c'était pour permettre l'abattage de 200 vaches. Ils ne partaient pas saisir une cargaison de farine. Le message est clair, le monde agricole ne sera jamais écouté. Leur cotisation engraisse le train de vie de gens qui leur envoient des véhicules blindés. Ici, c'est concernant la gestion de la DNC, mais finalement, ça vaut pour absolument tous les sujets. Le Mercosur, la pression administrative, les normes européennes délirantes, les endettements sans fin, les réformes de la PAC. Les agriculteurs n'avaient alors là qu'un seul choix, faire du bruit. Leurs cris avaient été étouffés sous les lacrymos et les hélicos, pas de soucis. Dans ce cas-là, il fallait hurler. Nouvelle étape du plan, prendre les tracteurs, direction Paris. L'objectif final était simple, bloquer le pays d'un côté et surtout assiéger la capitale. C'était le seul moyen d'être écouté par l'État. Le plan, multiplier les blocages pour ensuite se rendre sur Paris, véritable élevage de tous ces preneurs de décision qui verraient peut-être pour la première fois de leur vie la gueule des types qui maintiennent sous la boue. Le mouvement a été largement soutenu et relayé. Et bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que je m'apprête à quitter mon domicile en Espagne et je vais venir donc rejoindre les paysans dans leur combat. Et encore une fois, malgré ce soutien et cette détermination de se faire entendre, on va voir que Monsieur Trogneux et sa femme sont capables de bien plus que de simples gaz lacrymogènes. En analysant ces manifestations, avec du recul, on peut distinguer encore une fois 3 actes majeurs. Le premier acte déjà, il va donner le ton. Le plan se met en marche. Au début, les 2 gros points de rendez-vous, c'est Paris et Toulouse. Des points de ralliement se forment un peu partout, afin de créer des convois qui monteront ensuite sur les villes. Et côté Macronus, le plan était simple, les empêcher coûte que coûte. Je vous laisse simplement observer ce que l'État français est capable de mettre en place pour une centaine de tracteurs. En fait, à ce moment, c'était relativement frustrant. Les vidéos de soutien faisaient le tour des réseaux sociaux, tout le monde savait que les manifestations allaient démarrer, mais on se trouvait un peu à poil de nouvelles. Tu m'étonnes quand tu vois les moyens employés pour les stopper, c'était difficile pour les agriculteurs de traverser et faire avancer le mouvement. Mais je le redis, ce sont des types qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et au bout de quelques journées à batailler, ils ont réussi à passer. Ça y est, les tracteurs sont entrés dans Paris. Face à des millions d'euros et des moyens absolument colossaux, la détermination de ces gens aura suffi à percer les barrages blindés. Alors de toute évidence, il ne fallait pas trop s'enflammer, tout le monde n'a pas eu cette chance. Genre, t'imagines la gueule un peu des superviseurs des opérations? Les types convoquent des fourgons et des blindés, tout ça pour qu'une armée de classe de Massey Ferguson les transperce comme dans du beurre. Logiquement, ils ont durci le reste des barrages, beaucoup d'agriculteurs sont malheureusement restés bloqués, voire se sont fait interpeller. Par contre, point non négligeable, mais à ce stade-là, les agriculteurs avaient coché plusieurs victoires. Bon, déjà, ils ont réussi à aller à dame malgré les obstacles colossaux. Ensuite, ils ont joui d'un énorme soutien populaire. Les réseaux sociaux étaient inondés des manifestations. Elles ont complètement monopolisé les débats, vu que dans tous les cas, ne comptez pas sur les chaînes de garde de la télé pour parler correctement du sujet. Et oui, il y avait plusieurs gens, à Paris, il neigeait. Et pour finir, ils ont marqué un énorme point en montrant le 2 poids 2 mesures dont était capable l'État. Genre, tu le sais, je le sais, fait, tout le monde le sait. Il y a eu des débordements et des événements infiniment plus incontrôlables en France. Ce qui me vient en tête, moi, c'est les émeutes de 2023. Je veux dire, en revoyant les images, moi, j'ai pas vu sortir des jouets comme ça là. Et ça, avec toutes les vidéos qui a tourné, je pense que je suis pas le seul à le penser, tout le monde l'a remarqué. Le rendez-vous était fixé devant l'Assemblée nationale, grouillant de personnes payées à dormir ou à être absents, et en face, ça s'agace. Comment ces sans-dents ont eu l'outrecuidance de franchir Paris avec leurs bottes toutes sales, et malgré les journaux sponsorisés, les gens continuent à être de leur côté. À ce moment-là, pour moi, le plan du gouvernement, c'était de montrer une bonne fois pour toutes les dents. Et dans ma logique, c'est là que commença l'acte 3. Là, les forces de l'ordre ont durci la pomme de la main. Déjà, ils ont commencé par un paquet d'arrestations, des mises en garde à vue, et là, étrangement, mais pour certains, carrément des comparutions immédiates. Pour les malheureux à qui c'est arrivé, que ce soit des cambriolages, des agressions, voire pire encore, vous pouvez être témoin du délai interminable avant que le coupable passe devant un juge. Ben là, bizarrement, il y avait des créneaux de libre. La juge, elle s'est levée, elle a feuilleté le calendrier, et finalement, il y avait plein de place pour janvier. Et c'est allé jusqu'à des actes synonymes de plus en plus de perte de sang-froid et d'une hiérarchie laissant petit à petit carte blanche à ces hommes. Ce 3e acte a été théâtre de beaucoup de répression. Alors oui, tu vas me dire, chaque manifestation a son lot d'arrestations. On pourrait dire que c'est le jeu. Mais bon, là
Là, on parle quand même d'une réunion devant l'Assemblée, histoire que les types qui nourrissent littéralement ce pays soient écoutés. Et c'était une réunion bien filtrée. Pour rappel, il y a à peu près 200 tracteurs qui ont réussi à passer. Et en parlant de ça justement, est-ce que devant l'Assemblée, ils ont réussi à en choper un? Ils ont réussi à accueillir Madame Braun-Pivet. Tu vas me dire que tu ne sais pas qui c'est, hein? Ça l'inculte, va. C'est quand même la présidente de l'Assemblée nationale. Non, moi non plus, j'étais pas au courant. Sinon, on a notre ministre de l'Agriculture, là, qui a profité des tumultes de la capitale pour s'évader en train à Bruxelles. Afin d'assister à une réunion très importante. Il y avait visiblement beaucoup mieux à faire là-bas que dans son putain de propre pays. À l'heure où j'écris cette vidéo et où je vous parle là, le mouvement s'est quand même sacrément essoufflé. On va pas se cacher, les moyens ont été déployés, l'État a feinté d'écouter pour calmer, entre deux coups de bouclier, et puis mine de rien, les gars doivent retourner bosser. Mais l'histoire ne s'est malheureusement pas si bien terminée. Mais avant qu'on attaque la conclusion, moi aussi j'avais un peu envie de me défouler. Dans ce mouvement marquant et décisif, certains se sont illustrés au mieux comme des lâches, au pire comme les derniers des traîtres. Je les ai tous notés, je les ai tous rassemblés, donc avant de passer au dessert, il y a quelques personnes que je me ferai un malin plaisir à épingler. Si les agriculteurs et beaucoup de personnes se sont illustrés par leur courage et leur détermination, beaucoup se sont illustrés au contraire par leur bêtise, sinon par lâcheté, au pire par trahison complète. Et vu qu'on a vu le visage d'à peu près tous les types qui ont fini en arrestation ou en garde à vue, il n'y a absolument aucune raison pour ceux qui ont merdé ne soient pas affichés. Je vais donc te faire un petit top 5 des types qui ont sali, voire trahi les paysans de ce pays. Numéro 5, les personnalités et les artistes. Les premiers à se jeter sur n'importe quelle cause humaniste pour peu qu'elle soit à la mode, et qu'elle fasse un peu gonfler leur ego et leur capital sympathie sur les réseaux. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. A few moments later. Sur la chanson des heures. Rire à la chanson. Qui ont soudainement été aux abonnés absents quand il a s'agi de défendre les types qui mettent littéralement de la bouffe dans leurs assiettes. Cette hypocrisie, ce double discours, ce manque de courage, je t'avoue que ça me gonfle un peu. Après bon, j'ai peut-être pas vu passer. Il y a les commentaires de toute façon, si tu veux me raconter qu'un tel ou un tel en a parlé. Il aura absolument tout mon respect comparé à ceux qui sont restés muets. Numéro 4, les forces de l'ordre. Première mise au clair, oui, sans eux, le pays serait intenable. Sans policiers, pas de justice, les rues seraient crivées d'incivilité et la plupart des malfrats ne seraient jamais punis. Et je pointerai pas forcément du doigt les types qui avaient signé avec la ferme intention de défendre ce pays et qui se sont retrouvés à faire les plantons sur des pauvres blocages sur les autoroutes pour empêcher 2-3 tracteurs de passer. Moi, je vais surtout en pointer deux sortes. D'abord, la hiérarchie. Le haut du panier arrivé là grâce à très peu de travail et beaucoup d'allégeances bizarres et qui ont visiblement obtenu les codes de carte bleue de l'État. Autrement dit, ton pognon, histoire d'envoyer l'armée du Mordor sur nos agriculteurs. Je te parlais précisément du 2 poids 2 mesures. Bien sûr, pas l'initiative des dons du terrain, mais au contraire de ceux qui ne le voient plus vraiment. Ayant visiblement conclu que la plus grande menace en France, c'était les agriculteurs et les jets de lisier, justifiant l'envoi militaire que même les plus solides soldats des tranchées n'auraient jamais osé affronter. Et alors juste après, il y a les énormes cas désespérés. D'abord, il y a ces espèces de cow-boys là, qui se sont retrouvés à pointer un agriculteur qui était dans son tracteur. Starsky et Hutch là, avec leur dégaine de joueurs de belote, ont sans doute dû rentrer chez eux tout fiers d'avoir accompli leur devoir de gardien de la paix, mais auront sans doute la sanction de devoir se laver chaque matin avec le visage de la honte dans le miroir. Je nommerai aussi les espèces de Robocop là, qui ont accepté de gazer ceux qui résistaient dans la ferme en Ariège. Énorme mention à ceux qui ont décidé de lâcher les boucliers et de rentrer au fourgon, comme quoi c'est pas impossible. Mais bon, les ordres, c'est les ordres, n'est-ce pas? Je ferai pas la bêtise d'enchaîner avec un point Godwin. Simplement, espérons que les prochains ne sont pas de tirer tout droit dans le tas et d'attacher les survivants à un poteau. Espérons que leur limite morale les en empêchera bien avant. Top 3, les attardés des réseaux sociaux. Visiblement, on a signé un accord du Mercosur pour autoriser les pays que sont TikTok et Twitter de rentrer dans mon cortex préfrontal. Là-bas, la partie de la France biberonnée aux anges et au live où les gars se font maltraiter en face cam, se sont mis à qualifier les révoltes agricoles d'extrême droite. Tellement habitués à utiliser ce mot pour discréditer toute personne qui ne penserait pas comme eux, que non seulement il en a perdu toute sa substance et son sens, mais qu'en plus de ça, on va finir par le prendre comme un véritable compliment, tellement ça veut dire que notre cerveau ne prend pas le même chemin que le leur, complètement grillé à force d'être shooté à Netflix et aux 13 heures de temps d'écran journalier. Ça semble donc presque logique que des types avec ce genre de dégaine et qui ont des accents qui roulent les airs la tête comme un livre se pointent dans leur microcosme parisien. Le mot magique était obligé de sortir de leur bouche, ventilé au thé et aux cigarettes roulées. Donc premièrement, c'est un mouvement intersyndical, la Confédération paysanne, la coordination rurale, le MODEM, les jeunes agriculteurs. Il y avait de tout réuni sous la seule bannière paysanne, au point d'en être à prendre des coups de bouclier et de lacrymo, tous côte à côte. Leur appartenance politique et tout le reste étaient bien en retrait pour seulement laisser échapper un hurlement commun. Bref, le gouvernement n'attendait de toute façon pas mieux pour discréditer un mouvement aussi bien soutenu par la population qu'une armée de culs et de chiffres pour semer la zizanie. Le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils restent persuadés qu'ils sont du bon côté. Je veux soutenir à fond, 90% c'est le Rassemblement national. Donc, dans mon côté, 1, 2, 3, vive Macron, 1, 2, 3.
frappez plus fort les CRS. Tu veux dire que t'étais un peu une salope? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? Numéro 2, eh bien, le gouvernement justement. Si je parlais de tous, on s'y étalerait jusqu'à demain. Donc écoutez, même si on l'a déjà fait, je vais redistribuer les points à notre cher prof de français. Bon, déjà, on va revenir sur son palmarès. À ton avis, ce serait quoi le parcours logique de ministre de l'Agriculture? Je veux dire, au moins une ligne en BTS agricole ou un stage de 3 mois sur une exploitation, quoi. Bienvenue en République française, le pays où les longues études et le cardio sur les chaises de bureau vaudront toujours mieux que n'importe quelle expérience de terrain. Et où il est logique de nommer comme ministre de l'Agriculture une énorme boumeuse qui a côtoyé les parties des pires crapules de ce pays et surtout qui a démarré sa carrière d'experte dans le monde agricole en tant que prof de français. Elle était bien évidemment en poste pendant la DNC, elle a non seulement maintenu les abattages des cheptels, notamment celui en Ariège, tout en se félicitant juste après d'avoir stoppé l'épizootie et quitte à être assez souple pour s'autopomper, autant continuer. Parce que moi je suis la voix des agriculteurs et je suis aussi leur bouclier, donc je ferai tout pour les protéger de ça. Non mais pour rappel, les seuls boucliers qu'ils ont vus, c'est ceux des policiers que tes potes leur ont envoyé dessus. Et quand il a fallu te pointer pour venir à leur écoute, bizarrement, silence radio du bouclier Genevard. Ah c'est sûr, vu l'état des rues de Paris, l'air était peut-être beaucoup plus respirable à des centaines de kilomètres d'ici, histoire de faire semblant d'aider la cause, en faisant 2-3 poignées de main hypocrites à Bruxelles. Cette espèce de prof de latin reconverti, c'est vraiment la preuve que les rôles sont tirés au chapeau. C'est comme dans le sketch du Palmacho. Et le 7. Bingo! J'ai gagné le panier garni? Non, l'agriculture. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Et surtout, aucune décision foireuse n'entraînera la moindre sanction. Alors que de temps en temps, certains rappels à l'ordre, bien que violents, seraient amplement mérités. Allez, on va faire la soupe, salope! Bon, et le top 1, j'étais obligé de le mettre là, c'est la FNSEA. Tout à l'heure, je t'ai cité plusieurs syndicats, mais il en manquait un dans le tas. C'est comme pour les forces de l'ordre. Là, je ne m'adresse pas aux syndiqués. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont tout le courage de se joindre aux manifestations, encore une fois sous la seule bannière paysanne, et ont véritablement soutenu le mouvement. Moi, je vais m'intéresser à ce qu'il y a en haut, et d'une personne en particulier, histoire qu'une bonne fois pour toutes, tout le monde se rende compte un peu de la mascarade et de la tristesse que c'est. Je te présente Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Alors, avant de devenir président du syndicat, ce n'était qu'un simple et modeste petit paysan, qui ne possédait que timidement 700 hectares de culture. Si tu veux une illustration, tu prends 500 terrains de foot. 500. Combien? Eh ben, c'est même pas la moitié de 700 hectares en fait. La moyenne en France, ça tourne autour de 80 hectares, ce qui est déjà assez joli. Là, c'est presque 10 fois plus le machin. Donc t'as un peu compris que le bonhomme, il avait pas forcément les mêmes préoccupations et les mêmes intérêts que René qu'on écrivait au début. Ça ne l'a pas empêché, comme on l'a dit, de rejoindre la présidence du syndicat en 2023. En gros, son objectif, c'était vraiment soutenir les agriculteurs et les exploitants français face aux normes étouffantes, à la PAC et à tout hasard aux accords du Mercosur. Eh bien, mesdames et messieurs, permettez-moi d'en douter. Et oui, car bon, 700 hectares de culture en France, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une machine à pognon, quoi. À tout péter, c'est le niveau 10 sur AD. Non, monsieur Rousseau, il a beaucoup plus d'ambition, lui. Décidément, il y a peut-être un problème avec les Rousseau, non? En 2017, il prit donc les rênes du groupe Avril. J'adore ce genre de nom, moi. Tu sais, on dirait qu'on va parler d'une petite association qui vient en aide aux écoles rurales à Vendée. Alors que c'est tout simplement un des leaders de l'alimentation animale, regroupant plusieurs filiales, dont certaines alimentant directement les bovins, ou ça, au Brésil, bien sûr. J'en sais rien, moi je dis ça comme ça. Quels pourraient être les intérêts d'une boîte qui nourrit les bœufs stéroïdés brésiliens, à ce qu'un accord qui lubrifierait un peu les échanges entre les pays d'Amérique latine et l'Europe, dont la France, soit signé et acté? Non mais sincèrement, vous le réalisez un peu? Même dans les luttes les plus nobles, il y a toujours des racines pourries. Des types qui sont là que pour en tirer profit, qui se donnent des bonnes images en simulant des manifestations, parce que là, les 300 tracteurs que t'as vus sur Paris, bizarrement, il y a personne qui s'y opposait. Ils étaient tous escortés pour finalement bien se frotter les mains, car il va y avoir un paquet de leurs clients brésiliens qui vont passer des commandes records quand ils auront signé cet accord. Et cette liste de ce genre de type, elle en est truffée. Les agriculteurs sont les garants de notre souveraineté alimentaire. Sans parler qu'ils alimentent le plus beau terroir du monde, pour rappel. Si ta bouffe se met à venir des 4 coins du globe, c'est très sympa car t'auras des poulets dégueulasses et pleins d'hormones, mais pour 3 fois rien chez Carrefour. Par contre, en cas de conflit, si ces pays décident tout d'un coup de te couper les approvisionnements, j'espère que tes dents seront assez solides pour manger des kilos de cailloux. Je le répète encore une fois, les gars. Les agriculteurs, c'est quasiment un suicide par jour. C'est des journées de 80 heures pour des salaires dérisoires, dépendant d'un cahier des charges à rallonge et qui les bloque dans un engrenage de dettes infinies. Sans eux, pas de foie gras, pas de magret, pas de comté, pas de Saint-Nectaire, pas de Philippe Etchebest. Leurs cris résonnent de plus en plus. Les gens sont là pour faire porter la voix, mais à chaque fois, avec des moyens colossaux et qu'on croirait illimités, on parvient à les faire taire et à les étouffer. Et maintenant alors, c'est quoi un peu l'avenir et ce qui les attend? Et surtout, comment on peut continuer d'aider activement le mouvement? À l'heure
l'heure où cette vidéo est enregistrée, le Mercosur a été signé. Alors disons-le, la France s'y est opposée. Enfin, je veux dire, en même temps, encore heureux quoi. Après les coups de casque que les paysans se sont mangés, il n'aurait pu manquer qu'ils ne soient complètement pas écoutés. Mais ça rappelle aussi le poids misérable qu'a la France dans cette colossale Union Européenne. C'est comme si moi je me pointais dans un cercle du 15 de France, que je commençais à regarder Gelon et Dupont dans les yeux, en leur demandant gentiment s'ils peuvent me donner le ballon. Notre pays c'est pareil, leur voix n'a pas du tout suffi. Dans tous les cas, on va être honnête, je pense que beaucoup savaient que les accords allaient être signés. Mais même, le combat ne se jouait pas que là, il se jouait aussi sur les abattages, sur les normes délirantes imposées par l'Europe, sur le criblage administratif et fiscal. Là, les chaleurs vont reprendre, les insectes comme les mouches et les temps vont proliférer, c'est-à-dire un retour sur la table de la DNC. Il y a aussi leurs conditions de travail difficiles mais assumées, tout ça pour gagner moins que des types qui ne branlent rien sur leur canapé. 10 raisons pour lesquelles je suis au RSA. Et que je compte pas changer cette situation pour le moment. Votre revenu du mois dernier 24,90 €, quelque chose comme ça. Je l'extrait de compte est sur le portable. Et j'ai retiré 10 €. Donc aujourd'hui, il reste 2,11 € sur le compte. Travailler du matin au soir à l'extérieur, je pourrais pas. Je serai en arrêt au bout d'une semaine en fait. Parce que les gens sont trop autismophobes, sexistes, transphobes. Je suis fatiguée moi en fait. Et vu que tout à l'heure on a distribué les mauvais points, je vais prendre une minute pour décerner quelques palmes d'or quand même. La première reviendra à un homme, monsieur Candelon. Franchement, c'est le gars qui m'a marqué sur ces manifestations. Il était là en Ariège, il était là sur les blocages, il incarnait vraiment à la fois cette âme de leader et le côté tranchant et sans concession de la colère paysanne. Et il a été tellement efficace qu'il a passé une soirée en garde à vue quand même. Ensuite, je féliciterai l'ensemble des relais. Je ne parlerai pas de Pierre Guillaume de la ferme des cochons laineux. Chacune de ses vidéos, ça a été des milliers de vues et de partages. Pareil pour des comptes sur Instagram comme la table de Gaïa, les mémoires de Jean-Louis, Résistance paysanne et globalement la majorité des influenceurs terroirs. Ça et le soutien populaire, ça a énormément joué dans la balance. Tout le monde savait avant les médias ce qui se passait réellement, sans aucun filtre qui trierait les informations. Et pour finir, bien sûr, l'ensemble des agriculteurs et ceux qui gravitent autour de ce monde se sont réunis, ils ont bravé les barrages, passé des nuits blanches, pris des coups, des dizaines et des centaines de lacrymos et ont subi à la fois le dédain et la violence d'un état complètement perdu. Chapeau messieurs, je pense que vous avez le soutien et le respect de tous les Français, du moins ceux qui sont fonctionnels. Bon, et qu'est-ce qu'on fait à présent? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider nos paysans? Moi je te le dis, il y a des gestes très simples à mettre en place. Bon, premièrement, continuez de partager un maximum les mouvements et même vous y rendre si vous avez le temps. Deuxièmement, ça va se jouer dans votre consommation les gars. Je le répéterai jamais assez, mais consommez français. Allez sur les marchés, chez les petits bouchers, prenez des AOP. Même si t'es étudiant et t'as pas trop les moyens, fixe-toi au moins un jour dans la semaine où tu vas aller régaler l'artisan du coin. Beaucoup d'éleveurs et de producteurs se mettent à passer en circuit court et en vente directe. C'est la demande qui va créer les débouchés. Des débouchés qui assureront une qualité et une meilleure rémunération pour nos producteurs français. Et avant de passer à la dernière action, je voulais vraiment vous remercier. Déjà d'être resté jusque là, mais surtout parce que les vidéos YouTube font un sacré ménage. J'y mets énormément de cœur et de moyens. Et voir cette poussée collective d'idées de nos cocottes béglaises, c'est vraiment incroyable. Vous me régalez et surtout vous participez à la diffusion de mes messages. Merci infiniment. Pour ceux qui veulent me soutenir et me permettre de continuer, vous avez le site Roto aux sources dans la bio, des apprentissages de bonhomme où tu apprendras à faire tes charcuteries à la maison avec des recettes à l'ancienne et la maîtrise d'un véritable savoir-faire qui t'élèveront bien au-dessus des cassos qu'on a vu tout à l'heure sur Twitter et TikTok et qui quand tu seras vieux te fera davantage ressembler à Jean-Louis qu'à n'importe quel boomer de l'Assemblée comme Annie Genevard ou Gérard Larcher. C'est dans la bio, encore une fois, après chaque sortie de vidéo, pendant toute la semaine, t'as une petite promo, mais voilà, c'est pas vraiment de ça dont je voulais te parler. Le dernier gros levier, c'est le soutien financier. Toutes les luttes passent par le porte-monnaie. C'est pour ça que je voulais te parler de l'association de Pierre Guillaume, Sésame. C'est une association qui vient en aide aux paysans français. Et d'ailleurs, ça va pas être à moi de la présenter, je vais laisser le principal concerné en parler. Donc ici, l'association, elle vient en aide aux paysans du département et des départements autour. Donc on a les locaux depuis février, février. Donc depuis le début de l'année, l'association a déjà aidé ou sauvé une dizaine de fermes localement. Et puis on a des dossiers qui arrivent de plus en plus. Le but c'est de devenir national après. Notre objectif c'est d'être la première asso qui vient en aide au monde agricole, qui est le statut d'utilité publique, ce qui nous permet après d'avoir beaucoup plus de moyens et d'aider les gens nationalement. Et le principe, c'est d'aider les gens sans que personne sache qu'on les aide, parce que le monde agricole parle peu, c'est un gros problème pour beaucoup d'être affichés ou qu'on sache qu'ils ont des difficultés, ce qui s'entend. Et c'est aussi beaucoup de sympathisants ou de membres de l'association qui connaissent des gens qui ont des problèmes et qui leur en parlent. Et puis si les gens acceptent, on leur vient en aide. Donc Pascal, c'est plus le travail de dossier, le lien social avec les gens, l'écoute, la douceur.
Et après, moi et d'autres, c'est plus, voilà, quand il faut expliquer qu'il y a une injustice et que si ça continue, ça va être la guerre, ça c'est notre partie à nous. Okay. Donc c'est la douceur d'un côté et la fermeté de l'autre. Bonne complémentarité, quoi. Exactement. Les gens en difficulté, on leur amène donc l'écoute, le lien social, on peut les aider à faire des travaux sur la ferme ou les envoyer en vacances et leur faire tourner la ferme pour qu'ils prennent un peu de recul par rapport à leur situation. Et après, c'est un accompagnement administratif avec tout ce qui leur pose problème où on a la chance d'avoir 3 super avocats dans l'association. Donc l'association, ça ne se matérialise pas par des dons directement, c'est vraiment de l'aide. Le but, c'est de sauver les fermes et c'est surtout si tu vis par exemple une injustice et qu'au niveau légal, tu te fais rouler, ce qui est bien souvent le problème des paysans qui ne sont pas à jour dans les papiers ou qui connaissent pas bien leurs droits, eh ben à ce moment-là, on peut faire intervenir les avocats et l'association va payer les avocats. Voilà, l'association peut venir aussi, je sais pas, si tu es noyé sous les papiers, peut venir te ranger les papiers. Voilà, le but c'est vraiment, en fait c'est une aide personnalisée. C'est que selon tes problèmes, on va faire en sorte de t'apporter le plus de choses possible. Ok. Merci de m'avoir écouté les poulets. J'espère que le message est passé et que les informations ont été assez claires. À mon avis, ces manifestations n'étaient qu'un prémisse et continueront dans les prochains jours, voire continueront de se répéter. Il faudra être présent. Malheureusement, ce cri dans le vent est la chose la plus terrible et décourageante pour le monde agricole. Unir ses forces pour hurler afin d'alarmer sur une situation urgente et non seulement n'avoir aucune réponse mais surtout recevoir des CRS par cargaison, c'est une violence absolument inimaginable. Consommez français, dans la description il y a le lien vers Sésame, l'association. Je te prononçais la phrase cliché de si tout le monde mettait 1 euro, mais bon, le fait est qu'il y a une part de vrai quand même. Faites ce que vous avez à faire, allez vous promener, lisez un peu avant de vous coucher et nous on va se retrouver bientôt pour des sujets bien épais. Bye les poulets.